vous avez vu ou vous avez le projet d'aller voir Avatar 2. Découvrez dès maintenant quels sont les messages philosophiques cachés qui vont réellement parler à votre subconscient. Qu'est-ce qui continuera à vivre à l'intérieur de vous longtemps après que vous ayez vu le film? Découvrons ensemble les principales idéologies cachées dans ce blockbuster ultra populaire. Féminisme, écologie, famille, nature et bien d'autres choses. Vous allez être surpris. C'est parti. Avatar 2, c'est d'une part la continuité du premier sur toutes ses thématiques principales, à savoir l'apologie de tous les thèmes matérialistes de notre époque. Une propagande militaire, ça c'est plus qu'évident, on va en parler, du double langage à n'en plus finir, beaucoup de choses qui apparaissent dans le film et qui prétendent être une chose sont en fait tout simplement l'inverse, le détournement des peuples autochtones. Bah bien sûr, hein. Est-ce qu'on a sauvé les peuples autochtones dans ce film? Non, évidemment. Du féminisme, mais qui n'est évidemment pas du féminisme, on va en parler. Le détournement de la divinité de la mer, de la divinité de la terre, et au final, le projet d'universaliser la guerre. Allez, c'est parti, on va voir tout ça, on va essayer d'être rapide et synthétique. Donc l'apologie de tous les thèmes matérialistes, c'est évident, on a bien, si vous voyez le début du film, on a une vision de la robotique, que ce soit par les vaisseaux spatiaux, que ce soit par les robots qui construisent de manière automatique une ville sans arbres, une ville sans nature, une ville totalement technologique et métallique. Le clonage, évidemment, le clonage, grand thème de notre époque, puisque les puissants actuels de ce monde ont le projet d'obtenir le clonage pour eux-mêmes. Donc c'est bien ce qui se passe dans le film. Hein, voilà, le projet étant, si je fais court, c'est que ton corps physique, quand il va être arrivé à terme, quand il va être un peu usé, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, on va te proposer de changer de corps, comme tu changes d'ordinateur, comme tu changes de voiture, et on va mettre à l'intérieur de ton corps la mémoire de ta vie, et puis tu vas tout recommencer pareil, sans te poser de questions. Je ne vous explique pas le degré d'enfermement et de cauchemar que ce serait de vivre indéfiniment ici, en gardant tout en mémoire alors qu'on n'a absolument rien fait d'intelligent. Mais bon, apparemment, c'est le projet de certains mondes, de certaines personnes, l'immortalité dans le corps. Donc voilà, l'immortalité dans le corps, thème qui est poursuivi au-delà du clonage avec la problématique de tuer les baleines pour extraire des baleines une sorte d'élixir improbable qui stopperait le vieillissement. Donc ça apparaît bien sûr parce que ce sont des grandes problématiques auxquelles l'humanité actuelle réfléchit et sur lesquelles l'humanité actuelle fantasme. Donc on les place dans le film parce que ça permet de faire de l'audience, mais au-delà de ça, au-delà de la problématique commerciale, il y a bien sûr la logique de faire la propagande de certains projets, d'une certaine vision du monde, d'un certain matérialisme. Donc dans la lignée de ce projet, il y a le voyage spatial. Je le rappelle, bien que je ne sois pas du tout un expert de la question, mais le voyage spatial, ça n'est pas vraiment possible, il faut quand même le dire, que même si on parvenait à déplacer notre corps à l'autre bout de la galaxie, on aurait toujours un problème majeur et totalement insurmontable, c'est que notre corps est conçu pour vivre sur la Terre, il est une partie de la Terre, il est conçu pour passer sur la Terre comme on vient dans une école de sagesse pour accomplir une mission sur la Terre, pas à l'autre bout de la galaxie. Si tu devais accomplir une mission à l'autre bout de la galaxie, mais tu t'incarnerais à l'autre bout de la galaxie, sur une autre planète, avec une autre forme physique ou une autre forme moins physique, plus dense, etc. que sais-je, mais ce n'est pas du tout la raison pour laquelle tu es venu sur la Terre. Si tu es sur la Terre, c'est pour faire quelque chose sur la Terre, c'est pas pour la détruire et partir. Voilà, ce qui nous amène au dernier aspect du projet matérialiste, puisque
Dans la tradition de la sagesse, le matérialisme est considéré comme un courant spirituel. Mais oui, un courant spirituel dirigé par l'être de la destruction, et que cet être, son projet, c'est de détruire évidemment. C'est pas seulement d'obtenir le confort dans la matière, mais c'est surtout d'obtenir la domination, le contrôle total, et sachant que domination et contrôle total, ça signifie en réalité destruction, puisque tu ne peux pas réellement dominer les êtres tant que tu ne les as pas détruits. Tant que tu n'as pas détruit un être, il continue à avoir une existence séparée, autonome, et en fait, il faut le détruire. Voilà. Donc, si tu veux obtenir la domination, le pouvoir, tu es obligé de détruire les êtres. Donc, le projet global, sans surprise, on t'annonce dans ce film que dans l'avenir, dans cet avenir qui est proposé, qui n'est pas le mien, qui n'est pas un avenir de sagesse, mais c'est l'avenir des gens qui ont réalisé ce film, dans leur avenir à eux, la Terre va être épuisée, va être détruite, et il faudra migrer sur une autre planète via la technologie, et donc arriver sur cette autre planète et s'y implanter à nouveau via la technologie, à nouveau sans sagesse, à nouveau comme des impérialistes et des destructeurs, et donc faire tout ce qu'on a déjà fait ici, c'est-à-dire n'importe quoi, sans aucune évolution, sans aucune réflexion. Alors un deuxième point, j'essaye d'être rapide, on pourrait vraiment parler longuement sur ce film qui pointe en réalité de nombreux courants de la société occidentale actuelle. Donc un autre point, c'est l'évidence d'une propagande militaire. Comment ne pas voir qu'il s'agit d'une propagande militaire et non pas, comme le disent les journalistes, d'un conte familial, écologique et humaniste. Mais mon Dieu, comment faites-vous où vous voyez un conte familial? Est-ce que le projet d'une famille, c'est d'entrer en guerre? C'est que les enfants soient en guerre, que les ados soient en guerre, que l'aîné de la fratrie se prenne une balle de mitraillette, que la mère soit obligée de partir en guerre pour sauver ses enfants. Est-ce que c'est ça un conte familial? Est-ce que toi, tu as envie de vivre ça avec ta famille, franchement? Voilà, un conte familial. Non, c'est pas un conte pour ma famille. D'ailleurs, ce n'est pas un conte initiatique. Où est, où est la partie initiatique dans ce film, à part la destruction et à part les petites paroles de sagesse de un père, ça protège sa famille, un père, ça protège, etc. Mais si un père, ça protège, ça va travailler pour que la guerre ne se produise pas. Évidemment. Une fois que la guerre est là, qu'il y a une mitraillette sur la tête de tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire pour protéger? Dans le film, les enfants sont sauvés, mais il faut voir avec quelles élongations, avec quels étirements du scénario. Les enfants, dans un monde réel, les enfants auraient été mitraillés au bout de 30 minutes. Ils n'auraient pas du tout survécu. Le scénario est totalement absurde. Donc une propagande militaire avec cette logique qui était déjà présente dans le 1 mais qui là va nettement plus loin, cette logique d'universaliser la guerre, d'amener la guerre dans les plantes. On a cette scène où cet être, ce personnage qui présente un être spirituel qui obtient une communication avec la mère, avec la divinité de la nature, elle obtient cette communication par... D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est montré dans le film. Elle obtient cette communication par une sorte d'amour de la nature, par une sorte de participation intérieure, de communication intérieure, de symbiose avec la nature, d'admiration, de contemplation de la nature, voilà. Et au final, à quoi ça lui sert? Eh bien, ça lui sert à obtenir la capacité à mettre en mouvement les plantes pour tuer ses ennemis. Voilà. Donc, ce film nous présente une universalisation de la guerre. De même, on a
cette espèce de baleine sur cette planète imaginaire. Donc cette espèce de baleine qui qui au cours de son évolution, on nous raconte ça dans le film, au cours de son évolution, elle avait compris la nécessité d'être une espèce non guerrière, totalement pacifiste, et elle en fait un règlement incompressible. Et puis voilà que grâce au personnage créé dans le film, eh bien cette espèce va à nouveau entrer en guerre. Donc, et bien sûr, c'est présenté comme une avancée, puisque on te fait bien comprendre que cette espèce pacifiste est en fait cette espèce pacifique est en fait un peu bête puisqu'elle se fait massacrer alors qu'elle est très forte et si elle entrait en guerre, elle pourrait facilement tuer ses ennemis. Donc la guerre est réellement la solution, c'est évident. Les animaux doivent entrer en guerre. C'était également la solution du premier, souvenez-vous. Dans le premier euh, Avatar, la victoire est obtenue par l'entrée en guerre des animaux. Mais si tu communiquais réellement avec les plantes, avec les pierres, si tu étais vraiment un chaman de la tradition, de la sagesse et que tu communiquais avec ces êtres, tu t'apercevrais que eux ne vivent pas du tout dans un monde de guerre. Ils vivent dans une acceptation de leurs conditions, ils vivent dans une acceptation de la mort, ils vivent même dans l'acceptation de l'imbécilité généralisée des humains. Donc imagine bien que dans ces conditions, ils sont très loin d'entrer en guerre. Mais le film veut nous vendre que la guerre universelle qui va toucher tous les règnes. Il manque plus, j'imagine que dans le 3, les minéraux vont entrer en guerre, hein, puisque dans le 1, c'était les animaux, dans le 2, ce sont les animaux et les végétaux, donc dans le 3, logiquement, les pierres vont se mettre à entrer en guerre. Voilà, propagande, propagande, propagande militaire. Alors, troisième point, je voudrais vous parler de la présence systématique dans le film du double langage, c'est-à-dire que le double langage est de manière assez typique une problématique, une manifestation psychologique qui existe dans la perversion narcissique, c'est-à-dire que le pervers, il va te marcher sur le pied en te disant, il va pas te dire excuse-moi, il va te dire tu me fais mal. Il te marche sur le pied, il te dit tu me fais mal, moi je veux t'aider, mais en fait il t'enfonce comme ça bien le talon dans le pied jusqu'à ce que tu saignes et que tu pleures, et là il te dit mais tu me fais souffrir, ça me fait tellement mal ce que tu fais. Voilà. Donc le film utilise cette approche, cet angle à de nombreuses reprises, que ce soit dans toute la démarche pseudo-écologique, où on t'annonce, on te fait croire, en tout cas c'est ce que la presse a l'air de s'imaginer, on te fait croire qu'il y a une démarche écologique, mais en réalité ce qu'on te fait visualiser, les images qu'on fait rentrer en toi, ce ne sont pas des images d'écologie, ce sont des images de guerre. Si tu regardes la proportion dans le film des scènes, tu vas bien t'apercevoir que on est massivement tourné vers la guerre. Ce n'est pas un film de protection de la nature, ce n'est pas un film, on n'a pas des scènes de reboisement, on ne voit pas par exemple les personnages qui, d'une manière ou d'une autre, obtiennent de reprendre le contact avec les humains et vont reboiser, vont permettre aux humains impérialistes et destructeurs présentés dans le film de reprendre le contact avec la nature, et ils vont recréer une société, une nouvelle version de l'humanité sur cette planète, mais en osmose avec la nature. Ce n'est pas du tout ce qui est présenté. On a bien un scénario où l'humanité reste dans sa logique destructrice et où c'est l'inverse, puisque les peuples pacifistes vivant en osmose avec la nature vont eux entrer en guerre, alors qu'ils n'étaient pas en guerre. Hein, il faut voir que tout est constamment inversé, et la manière dont le film est analysé par les médias et par la plupart des gens qui vont gober
ce point de vue sans aucune réflexion. Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais il y a très très peu de réflexion sur le cinéma à l'heure actuelle. Les gens vont réellement penser qu'ils sont allés voir un film familial, écologiste et humaniste. Mais il n'y a rien d'humaniste dans ce film, rien du tout. Il n'y a rien d'écologique. Est-ce qu'on a planté un seul arbre dans ce film? Est-ce qu'on a fait une seule action de protection de la nature dans ce film? Je ne te parle pas de faire la guerre et de détruire et de brûler. C'est ça qui est présenté dans le film, c'est ça qui se passe dans le film. Est-ce que le personnage principal est un être qui plante des fleurs? Est-ce que le personnage principal est un être qui va aller convertir des gens à l'écologie? Non, les personnages principaux convertissent la nature à la guerre. Donc on n'est pas du tout dans de l'écologie, il faut vraiment se réveiller, hein. Voilà, donc ça c'était sur le double langage. Il y a du double langage sur plein d'autres aspects. Beaucoup, beaucoup de double langage dans ce film. Il y a toute la logique qui va dans le même sens de détournement des peuples autochtones, puisque en réalité, on va te faire un espèce de truc, une espèce de compote dans laquelle on fait une sorte d'apologie des peuples autochtones amérindiens, qui là dans le film ne sont plus les peaux rouges, mais qui sont devenus les peaux bleues. Et donc les peaux bleues sont présentées sous un aspect positif, mais tu t'aperçois à nouveau, c'est la même chose, que ils ne vont pas adopter ce ne sont pas les Occidentaux, c'est pas Christophe Colomb, si tu veux, dans le film, qui adopte les procédés des peuples autochtones. Ce sont les peuples autochtones qui adoptent les procédés de Christophe Colomb, hein. Les personnages principaux se battent, déjà utilisent la guerre, alors qu'ils étaient des peuples en paix, et ils conduisent tous leurs procédés, même jusqu'à l'utilisation des mitraillettes, même jusqu'à l'utilisation des animaux, hein. On a le Christophe Colomb du film, là. Dans Avatar 2, ils sont allés plus loin, puisque on fait rentrer l'imposteur, hein, on fait rentrer le conquistador dans la vie, dans le corps des peaux rouges, dans le corps des peaux bleues, et à partir de cette vie-là, on le fait entrer en communion avec les animaux, les icranes, je crois, si je me souviens bien, les gros oiseaux, là. Et à partir de là, il va vraiment faire rentrer tout son monde à l'intérieur des peuples autochtones. Donc on n'est pas du tout dans la logique inverse. C'est toujours Christophe Colomb qui envahit. Ce n'est jamais Christophe Colomb qui se convertit. On n'a toujours pas cette scène-là dans le film. Et vous allez me dire, on l'avait avec le personnage principal dans le 1. Mais non, on ne l'avait toujours pas, puisque le personnage principal, ce qu'il faisait, c'est qu'il importait les méthodes. Il importait les méthodes de son peuple d'origine. Il n'adoptait pas les méthodes du peuple dans lequel il entrait. Voilà. Alors attention, on attaque dans le dur là. Le féminisme. Donc on a un travail, on a une propagande féministe totalement extrémiste dans ce film. Alors quand on entend les démocrates parler d'extrémisme religieux, franchement, je ne sais pas s'il y a plus extrémiste à l'heure actuelle que le féminisme, quand tu vois quand même que on a un film dans lequel on a une femme enceinte qui part à la guerre, mais franchement, est-ce que c'est ça le projet féministe? Est-ce que c'est vraiment de permettre est-ce que l'idéal féministe, c'est de permettre aux femmes enceintes d'aller à la guerre? Est-ce que c'est de permettre aux femmes allaitantes d'aller à la guerre? Est-ce que c'est permettre aux enfants de 6, 7, 8 ans, 10 ans d'aller à la guerre? Parce que c'est ce qui se passe dans le film. On a une femme enceinte qui dit à son mari « Ah non, non, mais moi je veux me battre, je veux tuer, je suis enceinte, mais je veux tuer. » Alors, pour protéger,
Mais il faut quand même savoir que une femme enceinte qui part à la guerre, elle n'aura rien protégé. Euh, Dans la vision de la sagesse, la période de la femme enceinte et la femme enceinte elle-même et la femme de manière générale a une fonction spécifique. C'est elle qui porte la vie, ce n'est jamais elle qui doit amener la mort. La femme doit toujours amener la vie. Elle doit être l'enceinte, c'est bien de là que vient le mot, hein. Elle doit être l'enceinte de la vie, elle doit être la protection de la vie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire enceinte. À l'intérieur d'elle, la femme doit permettre l'apparition de la divinité en réalité. Si la femme est une vierge, non pas une vierge physiquement, non pas une vierge sexuellement, ça n'a pas grand intérêt. Ça, d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt puisque ça ne permettrait pas à la femme de porter la vie. Si la femme est une vierge, mais au niveau de ses sentiments, au niveau de la qualité de sa vie intérieure, alors elle fait apparaître la divinité, c'est-à-dire que la clarté de ses sentiments, la clarté de ses pensées, la clarté de ses concepts, la pureté des concepts avec lesquels elle vit, qui bien évidemment ne seront pas des concepts guerriers, lui permet d'enfanter un nourrisson qui va être une divinité, qui va porter, qui va amener dans le monde le sacré, qui va amener dans le monde les vertus d'un monde supérieur, qui va amener dans le monde et qui, tout au cours de sa vie, va manifester la paix, justement. Une femme enceinte, imaginez-vous, une femme enceinte qui va faire la guerre, elle va être dans un stress totalement démesuré qu'elle va forcément communiquer à son enfant. Hein, on n'est pas du tout dans la vision romanesque de la guerre. On fait la guerre et c'est cool. On fait la guerre et on se sent bien. J'ai tué 15 personnes ce matin pour protéger mon nourrisson, mais tout va bien, je me sens bien. Je suis clair avec moi-même, je suis détendu, mon nourrisson va bien. Mais non, évidemment que ça ne se passerait pas comme ça. Hein, il faut arrêter d'idéaliser la guerre. Il faut arrêter de s'imaginer que les femmes vont être des femmes parce qu'elles deviennent des hommes. Que l'homme puisse entrer dans cette situation de tuer pour protéger, déjà c'est une déchéance. Mais chez l'homme, ça peut être une vertu. Ça peut être quand même une force. Même si c'est déjà l'aboutissement d'un processus de dégénérescence. Mais c'est encore quelque part une force, parce qu'il y a vraiment l'idée de la protection, euh, l'idée de la protection du précieux, l'idée de la protection du subtil, du raffiné, de la beauté. Mais si la femme aussi, si la femme enceinte part en guerre, mais plus rien n'est protégé, il n'y a plus de vie intérieure protégée. C'est pas parce que tu auras sauvé le corps de ton nourrisson que tu auras sauvé ton nourrisson. Tu n'auras sauvé que l'apparence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauver le corps du nourrisson. Mais quelle vie il va avoir si pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, c'était la guerre? Il va être un être de guerre, forcément, il va être fécondé, il va être pris par ces mondes. Voilà, donc disons que c'était quelques orientations pour avoir une vision de la sagesse sur l'époque actuelle en réalité, puisque ce film Avatar est un représentant de l'époque actuelle et il est une tentative assez efficace probablement, mais vous n'êtes pas obligé d'y participer. Il est une tentative de féconder le monde dans le subconscient, de faire visualiser à tous les êtres, à des millions d'êtres, un avenir, une version de l'avenir avec l'universalité de la guerre universelle, le matérialisme universel, une spiritualité tournée vers la guerre, une féminité tournée vers la guerre et encore plus fondamentalement, permettre, pousser, inciter, même si c'est complètement impossible, mais inciter la divinité de la mère, la grande mère nature, à devenir elle aussi une guerrière. Voilà. C'est, selon moi, selon une certaine vision de la sagesse, ce qui est contenu
rapidement, on pourrait dire beaucoup plus, ce qui est contenu dans le film Avatar 2. Voilà, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo, n'hésitez pas à liker, au contraire, ça permet, vous le savez, que cette vidéo remonte dans YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, je vais faire de manière assez régulière des analyses de films, toujours selon le point de vue de la sagesse immortelle. Allez, à bientôt, ciao.